Maritima. Le débrief. C'est du sirop et je pense que Karim devra en prendre du sirop après s'être extasé devant ces 3 buts de l'Olympique de Marseille. Victoire 3-1 des Marseillais face au TFC ce soir après le doublé de Mason Greenwood et le but de Luis Enrique. On verra si ce 3e but est accordé ou non à Luis Enrique. Venez nous rejoindre, venez débriefer cette rencontre. 04 42 41 36 15 04 42 41 36 15 parce qu'on a le sourire ce soir. L'Olympique de Marseille gagne et l'Olympique de Marseille est premier au classement virtuellement en attendant bien sûr les matchs de demain. Jaco, voilà 10 buts inscrits par l'Olympique de Marseille en 3 journées. Ce qu'on peut dire, c'est que le blason droit au but est de retour à l'Olympique de Marseille. Oui, le blason, l'état d'esprit, le talent. Alors oui, je vous l'accorde, nous avons quelques détails à régler. Nous avons des joueurs de qualité, nous avons du talent. Nous allons rajouter Koné au milieu du terrain et croyez-moi que cette équipe, elle sera encore plus équilibrée. On avait eu des problèmes, Enzo, dans cette défense centrale avec l'entrée sur le premier match de Cornelius. On avait eu un Murillo qui était complètement perdu à la cave, comme on dit à Marseille. Il est revenu à son meilleur niveau. Il a occupé le couloir de fort belle manière. On a eu un Cornelius étincelant. On a eu un Brassier qui est en train de progresser. Donc voilà, beaucoup de progression. On a aussi assisté on a eu la chance d'avoir 2 Zerbi devant nous. C'est le chef d'orchestre. C'est lui capable, avec Højbjerg, de diriger cette équipe. Et franchement, c'est une belle équipe d'Olympique de Marseille. Oui, on sent que les idées de jeu de Roberto De Zerbi commencent un petit peu à s'affirmer. On va accueillir Bilal, supporter de l'Olympique de Marseille, qui a composé le numéro pour venir débriefer avec nous cette rencontre. Salut à toi, Bilal. Salut les amis, salut Enzo, salut mon Jaco. Ça va les gars? Ça va, écoute, après cette belle victoire de l'Olympique de Marseille, on ne peut que aller bien. Les idées de jeu, je le disais, de Roberto De Zerbi commencent à s'affirmer, même s'il n'y a pas tout qui est parfait, bien entendu. Mais ce soir, encore une fois, on a vu du beau football pour quand on est supporter de l'Olympique de Marseille. Écoute, on a vu des choses intéressantes et surtout la capacité d'un entraîneur à changer quelque chose qui ne fonctionne pas très rapidement. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte au bout de quelques minutes de jeu qu'il n'arrivait pas du tout à trouver le cœur du jeu. Donc il a demandé à Murillo d'avancer d'un cran, il a demandé à Kondogbia de venir décrocher pour toucher un peu plus de ballons et pour libérer un peu les espaces, notamment sur les côtés. Et on voit vite un coach qui se dit, attends, j'ai mis un système en place, bon, ça ronronnait les 10 premières minutes, et après tu as la chance cette année d'avoir Mbappé dans ton équipe. Donc vu que tu as recruté Mbappé, ça te change un match. Je dis Mbappé pour Mason Greenwood, bien sûr. Oui, c'est Kylian Mbappé. C'est ce que faisait Mbappé avec Paris, c'est que même quand tu étais moins bien, tu as ce joueur-là qui, sur une demi-occasion, te marque toujours un but incroyable. Et en fait, ça te facilite après tout le travail de l'équipe. Quand tu as un joueur aussi performant, aussi fort, j'ai pas souvenir d'avoir vu un joueur aussi fort depuis Drogba à l'OM, c'est-à-dire aussi performant dans le fait d'être décisif et de marquer aussi autant de buts aussi rapidement. C'est vraiment ce style de joueur, Bilal, que l'Olympique de Marseille n'avait pas lors de ces dernières années. On peut penser à un Alexis Sanchez, par exemple, qui avait porté l'Olympique de Marseille sous Igor Tudor. Mais c'est vrai que Mason Greenwood, on le sent qu'il peut faire basculer un match à n'importe quel moment. Comme là, l'Olympique de Marseille, on va pas se le cacher, les 10 premières minutes, les 15 premières minutes ne sont pas exceptionnelles de l'Olympique de Marseille, mais le génie de Mason Greenwood permet à l'Olympique de Marseille de mener 1 puis 2-0. Ouais, c'est ça d'avoir un talent hors norme. On n'est pas habitué à Marseille parce que malheureusement aujourd'hui on est plein de top 10 Europe, mais quand il y a un top 10 Europe, tu as toujours des joueurs hors du commun. Et c'est vrai que nous, les derniers qu'on ait pu avoir, un Alexis Sanchez ou même un Pierre-Emerick Aubameyang, mais c'est encore un autre style Greenwood, tu vois. C'est un joueur de couloir, mais à chaque frappe c'est cadré. Et c'est ça la différence avec le très 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 haut niveau. Et limite cette année, c'est que le début, mais moi je vois une énorme différence entre le milieu, l'attaque et la défense. C'est-à-dire que les 10 premières minutes, tu es dans la difficulté pour la simple et bonne raison que tu as ta défense, notamment Brassier, qui était énormément dans la difficulté pour relancer. On sent qu'il est encore au démarrage, on va dire, de son épopée avec l'OM. Et c'est ce qui nous a mis à mal un petit peu d'être capable de trouver la bonne passe, parce que ses orientations sur ses prises de balle n'étaient pas bonnes. Et c'est vrai que quand tu as un joueur comme Greenwood, tu te dis, en fait, à chaque demi-occasion, c'est probablement un but.
Donc, Bilal, on va, c'est la 3e journée de championnat, mais Greenwood, à chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il marque, doublé face à Brest, buteur face à Reims, doublé une nouvelle fois ce soir. Est-ce que tu penses qu'il part finalement pour être le meilleur buteur et le meilleur joueur de cette Ligue 1, même s'il reste encore énormément de matchs, mais au vu de ce qu'il nous montre, ça a tout l'air d'être là qui se profile. Je sais pas, je n'ai pas souvenir qu'on ait déjà eu un joueur qui a marqué les 3 premières rencontres et être à 5 buts au bout de 3 matchs. Mais là, il est parti sur des bases quelque part que pour ceux qui suivent la Première Ligue et qui voyaient le talent éclore, moi personnellement, j'ai eu l'opportunité de voir pas mal de matchs de Getafe pour étudier un peu le profil. Et c'est vrai qu'on nous avait prévenu, on nous a dit c'est un ovni. Donc c'est un ovni qui est pas à sa place. Donc quelque part, je suis pas tant surpris que ça. Je le pensais pas aussi fort en Ligue 1, vu le côté athlétique de la Ligue 1. Mais là, il est parti sur des bases incroyables. Alors, est-ce que ça va créer une Greenwood dépendance à l'OM? Ça, c'est encore, tu vois, c'est un peu, tous les gros clubs ont ce problème quand t'as un mec qui, dès qu'il touche le ballon, il peut marquer ou faire une passe D. Tu vois, il peut mettre 3 buts et quasiment 2 passes D sur ce match. S'il rate pas une occasion incroyable. Donc je pense qu'il est vraiment parti pour essayer de taper probablement le titre de meilleur buteur de Ligue 1. Ouais. Alors tu te posais la question, l'excellent Laurent Cour me l'a soufflé dans l'oreillette, c'est Gunnar Andersson dans les années 50 qui avait marqué 5 buts. Donc voilà, donc il égale Gunnar Andersson, Mason Greenwood, mais c'est vrai Jacques que Mason Greenwood, cet anglais, il est vraiment exceptionnel, on le sent même techniquement, on le sent vraiment au-dessus de la moyenne, au-dessus du lot, il peut mettre le ballon où il veut et c'est vraiment ce joueur à part, ce joueur clé, ce joueur qui est capable de faire la différence quand son équipe va un petit peu moins bien. Jaco, on t'entend pas. Ouais, c'est bon. Quand on a la chance d'avoir un joueur talentueux comme ça, il faut s'en servir. Malheureusement, contre Reims, on n'a pas pu le trouver. On demandait à Murillo de le trouver plus régulièrement. Là, il est venu demander à plusieurs reprises le ballon dans le cœur du jeu. Et oui, c'est le détonateur. Oui, c'est celui qui est capable de marquer des buts. Oui, c'est celui qui est capable de créer des occasions. Mais on ne va pas s'en offusquer, on ne va pas s'en offenser. Pour une fois qu'on a un très bon joueur, on va se le garder. Excusez-moi, les gars, c'est pas faire offense aux anciens joueurs, que ce soit Valère Germain, que ce soit Benedetto, que ce soit Mitroglou. On a eu des joueurs qui sont venus, qui ont été en difficulté. Là, on a un joueur qui est bien. On se le garde et on est heureux. On est bien évidemment heureux après ce début de championnat. Tony Truant de Mason Greenwood. Bilal, dernière petite question pour toi. Est-ce que le vrai test finalement pour De Zerbi, ça sera à la reprise après la trêve internationale, après la réception de Nice dans un premier temps et dans un deuxième temps le déplacement au Groupama Stadium pour affronter Lyon? Là, on a 15 jours de préparation. Enfin, il y a beaucoup de joueurs quand même qui vont partir en sélection. Mais je pense qu'il est très loin de l'idée qu'il souhaite mettre en place le coach, même si les résultats sont plus ou moins bons pour lui. Je pense qu'il aurait voulu faire un 3 sur 3. Mais dans la manière, je suis convaincu, connaissant vraiment bien le coach, qu'il est loin d'être satisfait de ce qu'il a vu même pendant les 90 minutes. Parce que c'est quelqu'un, comme il a dit Jaco, tu le vois, il bondit sur son banc parce qu'il a une idée bien précise de ce qu'il veut faire. Et s'il peut en mettre 5, 6, 7 ou 8 dans un match, il ne s'arrêtera pas. Et je pense qu'on est très très loin du potentiel et du niveau que l'on va essayer d'atteindre avec cette équipe. Moi, je suis très très enthousiaste de voir ce qui va se passer au Vélodrome face à Nice, face à Franck Hez, parce que là, on est sur une équipe qui va aussi attaquer. Ça va être très 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 intéressant. Et le test face à Nice et face à Lyon, il faudra faire attention. Lyon, grosse force de frappe offensive. Et quand je vois, c'est mon gros point noir pour moi, la défense actuelle de l'Olympique de Marseille. Je trouve que c'est vraiment, il y a un gros écart entre le talent offensif et un peu, je trouve un peu la fébrilité défensive sur des joueurs qui manquent un peu de vitesse et d'explosivité, notamment Brassier et Cornelius, qui a fait un très bon match. Cornelius, je l'ai trouvé très bon, mais je veux dire, Balerdi, c'est le boss derrière. Et c'est peut-être le petit point noir, tout petit, minuscule. Tout petit, voilà, on va le repréciser. Tout petit point noir parce qu'on est gourmand et qu'on se dit qu'on aurait pu en mettre 4, 5 ou 6 sur ce match-là, tellement on voyait qu'à chaque opportunité offensive, on pouvait marquer. Donc moi, je veux une équipe qui veut marquer beaucoup plus, parce qu'elle a le talent pour marquer beaucoup plus.
Et on a le talent et on le disait, 10 buts inscrits par l'Olympique de Marseille lors de ces 3 derniers matchs. Merci Bilal d'avoir été avec nous. Jaco, c'est vrai que cet aspect défensif, il est important. Cornelius, Brassé, c'était les 2 joueurs qui occupaient le poste de charnière centrale. Ils étaient épaulés avec Amir Mouriou en tant que latéral droit et Quentin Merlin en tant que latéral gauche. Est-ce que l'aspect défensif, toi aussi, c'est peut-être l'axe d'amélioration principal de cette OM de Zerbi? Oui, c'est évident, ça saute aux yeux. Le dernier but, ça en est la preuve. On a eu des difficultés en première mi-temps aussi à pas gérer ce genre d'action. J'essaie modestement d'expliquer ce que l'on a vu de mauvais, c'est-à-dire que le défenseur adverse de Toulouse dans le rond central ou même derrière le rond central avait la possibilité dans la verticalité au cœur de notre défense de balancer, et malheureusement nos défenseurs n'anticipaient pas. Il va falloir faire cette fameuse couverture. La couverture, il y en a un qui intervient, il y en a un qui vient couvrir derrière, parce qu'en profondeur on a été régulièrement en difficulté avec des ratés de la tête. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut soigner, mais évidemment on ne peut pas faire tout d'un coup. C'est tout simplement impossible, impensable, irréalisable. Donc il a des idées de jeu, le coach. On a vu un Quentin Merlin quand même très 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 efficace. Il y a des secteurs de jeu où il faut régler les problèmes, ils ont été réglés. On va aussi parler des 20 minutes que l'on a eu catastrophiques en deuxième mi-temps au stade Vélodrome. Ce soir, il n'y a rien eu, absolument rien, puisqu'il y a eu dès les premières interventions de la volonté de Zerbi et à sauter directement sur Murillo pour justement lui dire qu'il ne faut pas retomber dans les travers. Donc voilà, il y a des problèmes, il y a des difficultés, mais il y a des prises de conscience, et comme nous disait Bilal très justement, c'est un perfectionniste, c'est quelqu'un qui voit et qui change dès que ça ne va pas. Ouais, il a changé très rapidement, parce que c'est vrai que cette équipe du TFC, elle a pas embêté, mais elle a posé quelques problèmes, notamment en début de rencontre aux Marseillais. On va accueillir Najib, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut Najib, salut à toi. Salut tout le monde, salut l'équipe. Najib, est-ce que notamment en première mi-temps, on n'a pas assisté à un OM un petit peu opportuniste ce soir, avec notamment cette erreur des Toulousains sur le deuxième but de Mason Greenwood? Écoute, opportuniste ou simplement clinique en fait. Simplement clinique, on a eu l'occasion, on a tapé, on a transformé les occasions en but et on s'est facilité le match. Ouais, on s'est facilité le match, notamment avec ce doublé de Mason Greenwood. Le carton rouge, bien évidemment, qui a aidé également. Est-ce que tu as craint, toi, un petit peu, après ce carton rouge, que l'OM retombe un petit peu dans ses travers de la saison dernière, où à chaque fois quand il y avait un carton rouge, on se disait, est-ce que l'OM va finalement en profiter? Est-ce que tu as pensé un petit peu dans ta tête? Non, parce qu'en fait, je pense qu'il faut couper là avec la saison dernière. Il faut couper, on a bien une dynamique qui est totalement différente. On a changé 11 joueurs, on a repeint la maison du grenier à la cave. Donc là, à un moment donné, c'est à nous aussi de couper avec les pensées de l'année dernière. L'année dernière, c'est fini, c'est clôturé. Donc là, tu sentais bien que l'équipe, elle était en contrôle. Le carton rouge, encore une fois, s'il y a carton rouge, c'est que le joueur en face, il n'est pas à l'aise dans sa défense, il fait pas son travail à l'aise, il fait de façon frustrée, et ça amène ça. Donc ça veut bien dire que nous, on est encore bien en force et bien dans notre jeu. Donc le carton rouge, c'est aussi une conséquence du jeu de l'OM. Et après, quand il y a carton rouge, il n'y avait pas à avoir de peur à l'année dernière, parce qu'on n'a plus du tout les mêmes joueurs, on n'a plus du tout la même force. Tu sens bien que tu as quelques joueurs d'expérience qui tiennent la baraque dans cette équipe. Tu sens bien que tu as de la qualité dans cette équipe, dans les chaussures. Tu sens qu'elles ont du ballon, ça joue au football. Donc non, il n'y a pas une seconde où j'ai craint de perdre ce match parce qu'on était à 11. Non, pas du tout, non, pas du tout. Comment elle te séduit finalement, cette équipe de l'Olympique de Marseille, notamment offensivement, avec cette arme offensive, je le disais tout à l'heure, à 10 buts inscrits lors des 3 premiers matchs? Parce qu'elle joue au football en fait. Elle joue au football et en fait on revient à la base, et ce qui aurait dû être la base depuis tellement longtemps, on joue au football. Il y a des combinaisons. Tu vois bien qu'il y a des combinaisons. Regarde, il y a des joueurs qui reprennent un joueur comme Harit. On est tous supporters, on a tous regardé les dernières saisons. Tu sens que cette année, il revit parce qu'il est dans une situation où autour de lui, il y a des propositions à gauche, dans l'axe, à droite. C'est-à-dire que quand il y a le ballon,
il y a des propositions pour la ressortir. Donc cette équipe, moi, elle me plaît parce qu'elle joue au football. Il y a des constructions d'occasions, il y a des actions, ça va de tous les côtés. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe offensive, c'est tiré vers le haut par Greenwood. Mais je pense qu'au fur et à mesure, les joueurs vont prendre aussi totalement leur niveau. Je pense qu'un Carboni va prendre de son niveau. Je pense que Wai, il va récupérer son niveau. Je pense qu'à côté, que ça soit Luis Enrique ou que ça soit le jeune Anglais qui vient d'arriver, ils vont aussi se mettre au diapason de Greenwood. Ça veut dire que cette équipe, elle joue au football, elle est plaisante à regarder. Aujourd'hui, tu regardes la première mi-temps, c'est joli. Toi, t'es là, t'es supporter, tu regardes ça. Il renvoie ce que tu as envie de voir, en fait. Du football, on parle de football, tu vois. Ouais, bien sûr, ça parle football. Et tu parlais de Mason Greenwood, il a réagi au micro du diffuseur DAZN ce soir. Voilà, il dit: j'ai très bien joué ces derniers temps et c'est grâce à mes coéquipiers. Ils me mettent dans de très bonnes conditions pour marquer. Je dois les remercier car sans eux, je n'y arriverais pas. Tout le monde était bien, le coach, les supporters, c'était super jusqu'ici. On a tous confiance en notre coach. Avec cette manière de faire, on va gagner encore des matchs. Jacques, on le sent, ce groupe, il est en pleine confiance malgré le match nul de la semaine dernière. Ils ont fait, voilà, ils ont complètement oublié ce match de la semaine dernière et on le voit notamment avec un début de deuxième période finalement parfait parce que voilà, dans les premiers duels, dans les premières relances, dans les premières passes, tout était finalement parfait. Jacques, sur ce début de deuxième période notamment. Oui, effectivement, Roberto De Zerbi, il y a le savoir-faire et le faire savoir, c'est-à-dire que quelquefois tu sais faire les choses, tu n'arrives pas à les expliquer. Lui, par contre, il arrive à expliquer ce qui ne va pas, ce qui est de bien et surtout ce qui est de moins bien. Et donc tu arrives à prendre conscience de tes problèmes. Quelquefois, sans me faire offense à certains anciens entraîneurs, notamment, pour pas le citer, Rudy Garcia, qui s'en prenait à l'arbitre, qui s'en prenait aux spectateurs, qui s'en prenait aux projecteurs. Il y avait toujours quelque chose qui allait pas, alors que lui, il a pris conscience de ses problèmes, et quand tu prends conscience de tes problèmes, c'est moins difficile de les régler. C'est-à-dire que c'est très 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 important. Oui, ça ne va pas, ça va, ça c'est moins bien, ça c'est bien. Donc on va travailler le moins bien. Et là on ressort quoi? Ça va de mieux en mieux. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises pour cette équipe-là. On n'est pas au bout de nos surprises parce qu'on le disait, cette équipe elle est encore en plein, voilà, pas rodage, mais elle n'est pas encore prête à 100%. On le sent qu'il y a encore beaucoup de marge de progression pour cette équipe. Najib, dernière petite question pour toi. Tu l'attends, toi, ce derby du Sud entre l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice? On a presque envie qu'il ait lieu demain, ce match, tant l'Olympique de Marseille nous fait plaisir en ce moment. Ah, mais je l'attends 100%, mais je suis dégoûté qu'il y ait une trêve. Bien sûr. Je l'attends de plein pied parce qu'en fait, on va avoir une première réponse aussi sur le niveau de notre équipe. C'est-à-dire que là, après cette trêve, on enchaîne des gros matchs. Tu vois, on va enchaîner des gros matchs, donc on va voir aussi cette équipe avec 15 jours de travail en plus. Qu'est-ce qu'elle a dans le ventre? Donc lui, je te réponds, je l'attends de pied ferme et je l'attends en étant serein. Voilà, on est serein pour l'Olympique de Marseille avant d'affronter l'OGC Nice, l'équipe de Francaise. Merci Najib d'avoir été avec nous sur Maritima et à très bientôt sur nos antennes. Jacques, parlons d'un joueur en particulier. On va pas encore reciter la même phrase. C'est dommage, tu le disais, tu l'appelais comme ça. C'est Luis Enrique, 3 buts en 3 matchs. Luis Enrique cette année, Jacques. Quand on repense, quand il est arrivé, quand André Villas-Boas nous disait, voilà, on a recruté une pépite. Est-ce que tu es en train de la voir éclore, cette pépite, Jacques? Oui, il lui a fallu du temps. Il a fallu du temps et le temps de la jeunesse, de la maturité. On rappelait pendant la diffusion que c'était un jeune joueur qui est arrivé à l'Olympique de Marseille. Il avait 19 ans. Il était un petit peu foufou. Donc il a fallu qu'il retourne chez lui dans son pays pour pouvoir se resituer, se recentrer, performer, prendre une masse musculaire très importante. Et donc aujourd'hui c'est un joueur trapu, c'est un joueur intéressant, marié, posé, père de 2 enfants. Et donc ça donne de la maturité. Il a de la maturité dans sa tête, il a de la maturité dans le jeu. Donc c'est toujours très très bien de voir un joueur éclore comme ça. Ça fait
plaisir et c'est véritablement un talent à l'état pur. Des joueurs comme ça s'achète très cher. Un offensif comme ça, je peux vous dire que ça coûte entre 25 et 30 millions d'euros. Donc l'Olympique de Marseille en possède plusieurs. Donc les affaires marseillaises, le fonds de commerce marseillais est en train de grandir, de grossir. Ça aussi, c'est une très très bonne nouvelle. Ouais, sur la plus-value que peut se faire l'Olympique de Marseille sur ces joueurs-là, et c'est vrai qu'elle devient assez importante. On va continuer ce débrief du BDS avec Didier qui a appelé le 04 42 41 36 15. Salut Didier. Oui, bonsoir Maritima, bonsoir Jaco. Didier, victoire ce soir de l'Olympique de Marseille, 3-1. Ben voilà, explique-nous comment toi tu l'as vécu, quelle analyse tu fais de cette belle victoire marseillaise. Alors, l'analyse, très très dure en début de match. Il faut se dire que encore le premier quart d'heure, ça a été un peu terrible. La défense, c'est pas encore peut-être ça, mais c'est quand même bien amélioré quand même. Après, l'effet de jeu du carton rouge, bien sûr. Donc il faut voir sur l'année dernière on perdait contre des équipes qui jouaient à 10 contre 11, on perdait. Donc qu'est-ce qui t'a plu toi ce soir Didier dans cette OM là? L'OM là, c'est toujours bien sûr la partie offensive, offensif c'est clair, c'est net, c'est des passes, ça va d'un côté, ça va de l'autre, ça joue tout le monde ensemble, c'est très bien, ça tire, voilà. Après j'ai un petit doute sur la défense quand même. Ouais, on va s'y pencher sur la défense notamment centrale de l'Olympique de Marseille. Ce soir, c'était Brassier encore une fois qui est titulaire aux côtés de Derek Cornelius. Qu'est-ce que finalement elle t'évoque toi cette défense marseillaise? Sur quels aspects elle doit progresser? Elle doit progresser sur l'agressivité, on va dire l'agressivité correcte, on va dire. On est trop attentif sur les actions. Non, il faut y aller, il faut faire du méco, quoi. Est-ce que ça peut t'inquiéter pour la suite de la saison? Alors, bon, t'inquiéter, c'est un bien grand mot, mais est-ce que quand même ça te fait poser quelques questions, notamment pour les prochains matchs face à Nice et face à Lyon? J'espère pas. J'espère que ça va s'améliorer. Bon, là, on a vu les joueurs un peu mieux là pour la défense. Bon, c'est dommage ce but. Quand c'est pas un, c'est l'autre qui fait une faute. Donc voilà, j'espère que la défense va être un mieux dans le futur, parce que c'est bien beau de marquer des buts, d'être bien offensivement, mais derrière, j'espère que ça va pas démotiver les gars qui jouent au ballon. On va pas s'inquiéter pour ça. Voilà. On sait que cette équipe, elle est très solide et on sent bien beaucoup de solidarité aussi dans cette équipe et beaucoup de confiance. Oui. Donc ça aussi, c'est important de le souligner dans cet état d'esprit. Merci Didier d'avoir été avec nous, d'avoir donné ton avis après cette victoire de l'Olympique de Marseille, cette belle victoire, cette deuxième victoire à l'extérieur pour les Marseillais, 3-1 ce soir face à Toulouse. On le rappelle avec un doublé de Mason Greenwood et un but de Luis Enrique. Restons sur l'aspect défensif avec toi, Jacques. Le match finalement, qu'est-ce que tu en as pensé ce soir de Lilian Brassier, qui est par rapport à la semaine dernière où on l'avait un petit peu, je dis bien un petit peu pointé du doigt sur son match face à Reims. Qu'est-ce que tu en as pensé ce soir? Ben écoute, j'ai écouté attentivement ce que nous disait Didier. Par contre, je suis pas du tout d'accord sur la défense, parce que quand on parle de Quentin Merlin sur le côté gauche, il a été étincelant. Murillo a été très bon. Cornelius associé à Brassier, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. N'oublions pas que le titulaire indiscutable, c'est Leonardo Bernardi qui n'est pas là, qui est blessé. Donc la défense, c'était une nouvelle défense. Elle a fait le boulot pendant pas mal de temps, mais effectivement, il y a eu des choses à revoir, des choses
choses qui sont importantes, mais c'était la première fois deux gauchers associés, le patron Balerdi absent, donc un Murillo qui a été quand même dès le premier match, je ne sais pas si vous vous souvenez, en grande difficulté à Brest, et là et ce soir il est très bien. Alors je trouve que les supporters marseillais sont quand même assez exigeants, ça c'est pas nouveau, mais par contre ce que l'on peut retenir c'est le très bon match de Rudy qui a été par contre fautif sur le but parce que Valentin Rongier lui demande pourquoi il sort aussi haut. On s'en prend à la défense sur ce but-là, mais je pense que sur ce but-là, c'est Rudy qui est responsable de ce but. Ouais, il doit mieux juger la trajectoire du ballon et ne forcément ne pas sortir. Restons sur Brassier, Jacques, pour aller un peu plus en profondeur là-dessus, où il doit progresser selon toi, Lilian Brassier, qui est encore jeune, il faut le rappeler. Lilian Brassier doit progresser au niveau technique. Je pense que c'est au niveau de ses contrôles, de ses interventions. Il y a un génie qui s'appelle Zinedine Zidane qui dit que le contrôle c'est la base du football. C'est-à-dire quand tu contrôles bien ton ballon, tu auras forcément une bonne passe, un bon dribble. Et Lilian Brassier n'a pas cette bonne passe bien léchée, ce bel amorti plat de pied qui donne la possibilité de bien orienter le ballon. Donc il doit être un petit peu plus proche du ballon, aller un peu plus vers le ballon plutôt que d'être attentif. On le sait, Enzo, tu entraînes les enfants, tu leur expliques qu'il faut aller vers le ballon et ne pas l'attendre, parce qu'après le ballon il fait ce qu'il veut, alors que si tu avances, tu es capable de le gérer toi. Donc voilà, je pense qu'il doit travailler à ce niveau-là. Mais par contre, il a quand même des directives qui sont différentes de Brest. On va lui laisser un petit peu de temps dans sa progression à l'Olympique de Marseille. La question est de savoir, est-ce que Lilian Brassier a progressé depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille? La réponse est oui. Ouais, bien sûr, on le sent qu'il a progressé. Lilian Brassier, lui qui était, on le rappelle, au Stade Brestois l'année dernière et qui avait réalisé une très très belle saison avec le club breton. Allez, on va continuer ce débrief du bar des supporters avec Steph qui nous a rejoint. Salut mon Steph. Salut Enzo, salut Jacques. Steph, qu'est-ce que tu en as pensé toi ce soir de l'Olympique de Marseille par rapport finalement au match de la semaine dernière où on s'était quitté, voilà, où on pestait un petit peu sur cette deuxième mi-temps marseillaise. Ce soir, voilà, quelle est ton analyse à toi? À l'analyse, que tu maîtrises le match sur pratiquement la globalité. Après, ça ressemble quand même au match à Brest, ça ressemble au match à domicile où tu fais une grosse première mi-temps où tu es encore très 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 efficace devant, avec Luis Enrique et Greenwood qui ont été tout simplement étincelants. Et après, bon, le rouge t'aide aussi, on va dire, parce que c'est toujours plus agréable de jouer en supériorité numérique. Et voilà, après tu déroules et tu prends ce but qui m'embête un peu, parce que si tu sors avec un clean sheet, c'est bien pour la défense, c'est bien pour le gardien. Et tu prends ce but en fin de match qui peut rester dans les têtes de Roulis. Ouais, parce que toujours pas de clean sheet en compétition officielle pour l'Olympique de Marseille, après avoir caissé un but donc ce soir, 2 buts la semaine dernière face à Reims et un but lors du premier match face à Brest. On va revenir sur un joueur en particulier, c'est Eli Wahi, Steph, si tu le veux bien. Ouais. Il a peu été servi ce soir finalement, Eli Wahi. Il a essayé de faire des choses plutôt intéressantes. Il est notamment impliqué sur le 3e but marseillais où voilà, il temporise un petit peu, il attend des solutions pour ne pas perdre le ballon. Est-ce qu'on peut lui en vouloir qu'il n'ait pas eu beaucoup de ballons, ou est-ce que finalement il faut trouver maintenant du lien entre les milieux et notre attaquant de pointe? Non, lui en vouloir non. Voilà, tu as bien résumé. Il va falloir trouver un système où tes offensifs sur les ailes arrivent à le trouver. Après, c'est clair que à part des centres à ras du sol ou le lancer en profondeur, c'est pas la tête que tu vas le mettre dans les meilleures conditions. Donc voilà, il va falloir redoubler des passes. J'ai vu qu'il fait pas un mauvais match ce soir, parce que avec ses décrochages, avec ses redoublements de passes, des 1-2, tout ça, il crée des décalages, il crée de l'espace pour un Greenwood, pour un Luis Enrique. Donc après, cette année, il faut se dire la réalité. Je pense que le numéro 9 de l'Olympique de Marseille va avoir du mal quand même, mais il a un rôle hyper important, c'est qu'il va te permettre de garder les deux centraux, de leur casser les pieds et libérer des espaces pour ceux qui sont sur les couloirs. Ouais, avec Eli Wahi donc qui a été bien évidemment bon, il est pas buteur ce soir, mais il a essayé de faire des choses plutôt intéressantes. Oui, Jacques. Une petite question pour Steph, est-ce qu'il est un peu plus content du match d'Eli Wahi ce soir?
Oui. Est-ce que tu l'as sifflé, Steph? Non, je l'ai pas sifflé. Je l'ai pas sifflé. Il n'a pas sifflé parce qu'il est de baptême ce soir. Donc dans la salle, ça faisait demain. Il faut que je garde la voix. Mais non, ça m'a embêté qu'il marque pas. Voilà, parce que quand tu te retrouves en supériorité numérique, je me dis bon, maintenant il faut qu'il marque pour la confiance. On va dire, allez. C'est le point négatif de la soirée, c'est qu'on n'arrive pas à faire marquer notre numéro 9. Mais regarde, quand Mopé rentre, il a dû toucher 2 ou 3 ballons, pas plus. Donc ça a été très très compliqué pour lui aussi. Donc quand on regarde les 60-65 premières minutes de Wai, il en touche quand même pas mal, il va beaucoup au charbon, il fait souvent le premier pressing. Et je me répète, le fait de jouer comme ça, de décrocher, d'embêter les centraux, ça te libère de l'espace et ça permet à un Greenwood d'avoir un peu plus de facilité, un Enrique sur le côté, un Merlin quand il dédouble. Donc non, il fait partie de l'attaque. Maintenant, il va falloir qu'on arrive à trouver ce lien-là pour que ces joueurs-là arrivent à bien alimenter. Faut pas oublier que le match à Reims, il doit finir avec un triplé minimum. Ouais, notamment en première mi-temps. Les ballons, il va en avoir. Maintenant, ça sera à lui de les finir, mais surtout, il faut qu'il marque rapidement. Ouais, il faut qu'il débloque son compteur but finalement, Eli Wai. Messieurs, une question un petit peu piège pour vous deux. Si vous deviez marquer un premier nom sur une composition de départ, ça serait lequel? Celui de Mason Greenwood, qui est encore décisif ce soir, ou celui de Pierre-Emile Holzberg, qui finalement est indétrônable au milieu de terrain? Steph? Moi, Greenwood. Et toi, Jacques? Et la question, elle est très intelligente, très intéressante. C'est vrai que Greenwood, il marque des buts. Et effectivement, c'est le premier nom qui te vient à la bouche. Par contre, quand tu vois Hülberg gérer alors c'est Holzberg, Jacques. Holzberg, pardon, c'est quand même un talent à l'état pur. Et donc, avoir ce joueur-là, franchement, j'hésite. Et je vais faire le contrariant parce que Steph dit Greenwood, je vais dire Hülberg, mais bon, c'est tous les deux des joueurs indispensables. Jaco, pourquoi Enzo nous pose cette question un peu... je sais pas. Alors qu'on a les deux. En fin de soirée, mais après, il faut se positionner. Steph, il y a bientôt les top 3 et les flop 3 qui vont arriver. Donc vu que je sais que des fois tu mets top 5, top 6, top 7, je voulais que là, tu te positionnes. Regarde, parce que Greenwood, offensivement, il est stratosphérique. Dès qu'il a le ballon, il se passe quelque chose. Et Hubert, en fait, il te fait ce lien-là entre la défense et l'attaque, et au milieu, c'est vrai que voilà, ça, c'est le patron de l'Olympique de Marseille, et il te permet d'avoir cet équilibre-là. Donc c'est vrai que autant si tu n'as pas un Hubert et tu as un joueur beaucoup moins important que lui, autant les vagues tu les prends beaucoup plus, dans les placements t'es pas placé comme il faut, et surtout tu le vois à plusieurs reprises, et quand ça patauge un peu, il calme tout le monde, il pose le pied sur le ballon, il revient derrière. Non, franchement, c'est une excellente recrue, mais quand tu as les deux, c'est tout bon pour l'OM. Et on voit les résultats que sont en train de faire les Marseillais. On va passer donc, je le disais, au top 3 et au flop 3. On va commencer par celui qui était au stade avec toi, Jaco, ton top 3 pour ce Toulouse OM. Mon top 3, il est bien évidemment Greenwood qui est étincelant derrière, on vient de le dire, Hubert qui est aussi au très très haut niveau, et Luis Enrique automatiquement ce soir fait partie du top 3 parce qu'il a été important dans le couloir. Par contre, on est obligé ce soir de donner des encouragements comme à l'école pour Cornelius et Murillo. Nous, avec Steph, on a été très très dur avec eux dans le bar de supporters, peut-être à juste titre, et là ce soir je vais leur tirer un grand coup de chapeau parce qu'ils ont été à la hauteur de l'événement. Ouais, très bon match de Cornelius et de Murillo ce soir face à Toulouse. Toi, Steph, est-ce que ce sont les mêmes top 3 ou est-ce que tu changes? Non, c'est les mêmes. Après, il faut aussi relever la très très bonne rentrée de Carboni. Tu vois, face à Reims au Vélodrome, c'était pas trop ça, mais là on a vu vraiment un joueur qui est pétri de talent, avec une vision de jeu et des passes tranchantes, donc lui, ça va être vraiment à surveiller. Un flop 3, messieurs, ce soir, ou on retient que des tops? Moi, j'en mettrais peut-être 2, tu vois. Après, j'ai trouvé la défense centrale sur les longs ballons très très lourde. Et les placements, après, bien sûr, comme vous en avez parlé avant, ça va se travailler. On va essayer après, il ne faut pas oublier que Balerdi n'est pas là et que c'est lui le titulaire indiscutable. Exactement. Mais voilà, si on a des choses si j'ai des choses à relever sur ce match-là,
c'est le positionnement sur des longs ballons où je la trouve assez lourde, cette défense centrale-là, et des fois un peu mal positionnée. Et après, malheureusement, la bourde de Roulis. Voilà, ça sera ça qui permettrait à toute cette défense-là de sortir avec un match sans prendre de but. Et cette bourde-là, tout côté. Et finalement, Steph, c'est lié parce que cette bourde de Roulis, elle vient après un long ballon dans le dos de la défense. Oui, donc au final, il est assez légitime ce que tu viens de dire. Toi, Jacques, un flop? Oui. Je vais peut-être Brassier et Rulli avec un manque d'anticipation. Dommage parce que ça aurait pu être mieux, mais bon, voilà. Je pense que la perfection ne fait pas partie de ce monde. On est en phase de progression et on se doit d'être indulgent avec les Olympiens. Aujourd'hui, une victoire à Toulouse, 3-1. Si vous voulez, je vous rappelle le match de la saison dernière au TFC. Je peux vous dire que c'était pas du tout le même match. Ouais, on s'en rappelle sous les ordres de Jean-Louis Gasset. Steph, avant de te quitter, bon anniversaire, parce que supporter de l'OM, et c'était l'anniversaire de l'Olympique de Marseille ce soir, 125 ans, et c'est une victoire ce soir, donc pour cet anniversaire-là. Voilà, un petit mot sur cet anniversaire, Steph. Voilà, le plus grand club français, et voilà, qui a vu passer plusieurs générations, avec toujours ce même amour pour ce club-là, pour cette ville-là. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Et tu as oublié aussi un autre anniversaire qui est très 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 important. C'est celui du Commando Ultra 84. Voilà, qui fête ses 40 ans aussi aujourd'hui, en même temps que les 125 ans de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, encore ce soir, on a vu un parcage marseillais exceptionnel et qui est un bon retour en terre phocéenne, voilà, doucement sur la route pour les supporters olympiens. Bon anniversaire à l'OM et bon anniversaire au CU84. Merci Steph d'avoir été avec nous dans ce débrief après cette belle victoire de l'Olympique de Marseille, 3-1 face au TFC. Jaco, dernière petite question pour toi. Il y a la trêve internationale pendant 10 jours, 15 jours. Prochain match, ça sera face à Nice. On sait que Roberto De Zerbi va avoir quelques joueurs qui vont être pas là, vu qu'ils vont être avec leur sélection. Comment travailler dans une trêve internationale finalement quand on est un coach? Je pense que lui, le premier va déjà profiter d'au moins 48 heures pour pouvoir se reposer parce qu'il y a eu énormément de pression. Et après, je pense que c'est là que tu commences à faire quelques tête-à-tête avec les joueurs que tu as pour leur expliquer ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, leur marge de progression, leur possibilité d'évoluer à un poste différent. Voilà, c'est des moments où tu as la possibilité de prendre plus de temps parce que les joueurs sont dispo. Tu possèdes des journées entières pour pouvoir parler correctement. Donc, et en plus, on a vu un staff élargi de l'Olympique de Marseille. Il y a aussi à soigner les bobos, les différents bobos de nos joueurs. Il y a aussi un petit peu de physique à travailler parce que l'Olympique de Marseille aura besoin de physique pour pouvoir tenir le ballon autant de temps. Donc voilà, c'est tous ces genres de petits détails qui seront travaillés et j'espère qu'on travaillera les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs parce qu'encore une fois, même ce soir, on a tiré dans le mur. Donc ça, peut-être qu'il va falloir commencer à régler un petit peu ce problème. Ouais, on espère que ça sera travaillé lors des futures séances d'entraînement à la commanderie. On restera bien sûr attentif sur le prochain match de l'Olympique de Marseille. Ça sera le samedi 14 septembre à 17h au Stade Vélodrome face à l'OGC Nice. C'est un match qui sera bien évidemment à suivre sur Maritima. Merci Jaco pour cette soirée foot sur nos antennes. Merci Enzo, merci Laurent et bonne soirée à tout le monde. Merci à tous de nous avoir suivis donc pour cette soirée foot depuis 20h30. Nous sommes en direct pour vous faire vivre au mieux ce match des Marseillais et donc cette victoire de l'Olympique de Marseille, 3-1 après un but de Luis Enrique et un doublé de Mason Greenwood. On va se quitter tranquillement avant de lancer le jingle. On vous souhaite une excellente fin de soirée sur Maritima et un très bon dimanche avant le retour de vos émissions quotidiennes, notamment le bar des supporters qui change d'horaire, Karim vous l'a dit, à partir de 18h. Excellente fin de soirée sur Maritima. Toute l'équipe de Maritima